remercier Monsieur le Président, mes amis Jean-Paul Marty, Pierre Célariès et Monsieur et Madame Turetti. La région de Limoux est tout à fait à l'honneur ce soir et nous en sommes fiers. C'est un peu pour moi aussi le retour à des racines, puisque les racines Gavignon sont près de Rennes-le-Château, à la ferme des Gavignons. Donc par un détour qui est passé par Montpellier, l'Afrique, l'Amérique où j'ai enseigné, eh bien, vous voyez que parfois, c'est le retour aux sources qui l'emporte. Parler de sources à propos du vin, je ne sais pas si c'est bienvenu. En tout cas, cette histoire, je vais la placer non pas dans l'immatériel du conte, mais dans le temps très long, le temps long, le temps de l'historien. Et bien sûr, un temps bimillénaire, peut-être plus, en contraste très fort avec le temps court de l'économie, de la viticulture d'aujourd'hui, de la nervosité des marchés, de cette globalisation qui se traduit, je ne sais pas si vous le sentez aussi vivement que parfois on peut en prendre conscience, qui se traduit par une véritable guerre économique. Cette guerre économique avec ses exclus, ses mouvements répétés. Alors je souhaite fort que tous ceux qui ont résisté, que tous ceux qui sont là après ces départs des 4/5e des vignerons de notre pays, 4/5e depuis 1945, c'est énorme. Sur 100 000, il en reste 20 000. Un tiers du vignoble a disparu. Certes, il n'était pas bien implanté partout. Il y avait certainement des lieux où il n'avait aucune raison d'être. Et souvent, de tels dérapages naissent des remises au point tout à fait nécessaires et salutaires. Mais un tiers a été réencépagé, un tiers est au milieu du gué. Donc je ne peux que formuler mes vœux les meilleurs pour ceux qui ont réussi à garder le cap. On leur souhaite une pleine réussite et surtout ce que je voudrais dire, c'est que cette région a un formidable potentiel, que c'est d'ailleurs qu'il faut le voir et je vous assure qu'ailleurs, ils le voient. Je siège au comité de pilotage de la chaire UNESCO de la culture et de la tradition du vin. Et si vous saviez les yeux de Chimène qu'ont pour la France, mais aussi le Languedoc, les Chinois, les Australiens, les Américains, et qu'on leur donne, mais alors avec une générosité infinie, tout notre savoir, tout notre savoir-faire, que c'est une véritable délocalisation qui se produit, que ce sont des transferts de technologie, de nos méthodes, nous y reviendrons longuement, de nos onologues, de tout ce que les savants divers ont pu faire depuis 2000 ans. Il y a 2000 ans que ça dure. Il y a 2000 ans que les générations se répètent et continuent à transmettre ce qu'elles ont à transmettre. Et tout d'un coup, aujourd'hui, non seulement on nous dit aussi qu'ici ça ne va pas trop bien, mais ça ne doit pas aller si mal que ça, puisque vu d'ailleurs, chacun rêve de venir acheter des vignes en Languedoc, où le prix commence à monter, ne cesse de monter, et où le prix du vin exponentiel, à l'heure actuelle, en Bourgogne, en Romanée-Conti, il est de bon ton de dire qu'il faut vendre la bouteille 1 000 €. Pour moi, ce n'est plus du vin. Le vin, c'est du bon vin qui respecte le consommateur, qui est basé sur de la qualité, mais qui doit être accessible à tous. Nous sommes sur une terre chrétienne, où le vin, c'était la boisson de tout le monde avant d'être le sang du Christ. Donc voir ce vin devenir un calcul, une spéculation, et de la vigne, qui était une culture du pauvre. Chez nous, la vigne était une culture du pauvre. Il fallait avoir un bon bras, une bonne volonté, un projet d'avenir, et chacun pouvait aller défricher. Je pense que le massif de la Malepère a dû être défriché de la main des hommes qui étaient remplis de courage et de bonne volonté. Et bien aujourd'hui, ça devient la culture du riche, de la spéculation, et que s'il y a un message, et je pense que le rôle de l'historien, c'est de transmettre le message, de dire ce qu'il a compris. Monsieur Jean-Marie Frey l'a rappelé, il y a 40 ans que je travaille sur ce sujet. Au début, j'ai pris cette thématique, j'étais de la région, j'aimais l'histoire. J'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses à faire monter à la connaissance et à la diffusion.
mais c'est que je me suis prise au jeu parce que ces vignerons, qui sont ancestralement, qui se sont de génération en génération, qui ont transmis des cultures à tous les niveaux, culture de la terre, mais culture, on l'a vu dans le conte, il y a aussi une culture. Moi, je ne donnerai pas le temps de rêver comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, quel est leur problème? De trouver un emploi, de le garder. On n'est plus dans ces sphères intellectuelles, spirituelles, sentimentales, si plaisantes à se remémorer. Mais je pense que nos jeunes d'aujourd'hui, s'il y en a, ils nous le diront, eh bien, ils ont des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre, dans un matérialisme qui recouvre tout. Et ce sont donc ces deux aspects que je vais assez brièvement développer. D'abord, montrer quelle est cette dynamique d'un quotidien que personne plus ne maîtrise. Les grands économistes ne savent pas dire ce qui se passera dans 10 ans. Et confronté à ce patrimoine des vignerons languedociens, d'une richesse inestimable. Et je ne plaisante pas, les Chinois actuellement font construire chez eux des villages entiers avec de la roche qui ressemble au Languedoc, avec les maisons avec le plan languedocien, qui rebâtissent les fameux châteaux, vrais ou faux, que l'on peut retrouver, qui y mettent même les églises, bien sûr ils n'y rentrent pas, puisqu'il y a très peu de chrétiens en Chine. Et donc ils n'ont qu'une envie, c'est de reproduire, c'est d'emporter le modèle, lui faire traverser la mer. Ça me fait penser à ces Américains que j'amenais voir Saint-Guillain-le-Désert, où je leur expliquais qu'il y avait des colonnes qui étaient parties aux États-Unis. Et je leur dis, il en reste quand même quelques-unes. Mais si on me dit, ah ça alors c'est bien dommage, je dis oui c'est dommage qu'on n'ait pas tout gardé. Ils me disent non, c'est dommage qu'on n'ait pas tout emporté. Et bien maintenant ce sont nos villages vignerons qui veulent emporter. Et pour faire monter les prix de l'immobilier et du foncier, ils plantent une vigne. Peut-être pas pour faire du vin, hein, mais pour marquer en publicité, venez, vous aurez vu sur des vignes. Alors, plus on quitte le Languedoc, plus on s'éloigne du Languedoc, plus on est sensible à ce formidable trésor, c'est un trésor de culture. Alors, simplement, je voudrais poser quelques repères. La France, c'était le pays du vin. Elle avait acquis ses lettres de noblesse. Vous savez, sur Terre, tout le monde ne fait pas tout et n'importe quoi. Chaque pays a une prédisposition. Ici, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de charbon. Donc, c'est pas faire un cocorico extraordinaire que de dire on peut faire du vin. Et on peut faire du bon vin. Et je pense même qu'en France, en Méditerranée, dans le monde, on peut surtout ici faire de l'excellent vin. La France a perdu la première place en matière de superficie depuis que l'Espagne est rentrée dans le marché commun, 1986. 1986, c'était 2 ans après les accords de Dublin où on a fait arracher tout ce qu'on a pu au Languedoc. Pendant ce temps, l'Espagne plantait. Dont l'Espagne aujourd'hui est à 1 million d'hectares. La France est un petit peu en dessous de 800 000. Mais la Chine vient de passer devant la France. La Chine, maintenant, a plus d'hectares de vignes que la France. La Chine n'avait que 4% de part de marché il y a quelques années, elle en a 11%. Et pendant longtemps, on a dit aux vignerons, je le sais, puisque mon frère était président de la cave coopérative de Saint-Paul, ah, il faut arrêter de faire du vin, puisque les Français ne boivent plus du vin. Mais c'est criminel de dire ça. Parce que les économistes qui lançaient ces idées savaient très bien que si la consommation du vin effectivement baissait en France, elle augmentait, elle galopait dans le monde. Et actuellement, la consommation de vin augmente de 10% par an dans le monde. Donc des consommateurs du vin, il y en aura. Des producteurs aussi. Mais ça me ferait bien plaisir qu'il y en ait encore en Languedoc dans 20 ou 30 ans. Et non seulement ça me ferait plaisir qu'il y en ait dans 20 ou 30 ans, mais j'aimerais bien que ce soit des Languedociens. Parce que les capitaux commencent à regarder de très près, parce que dans le Bordelais, c'est tellement cher, et ils ont déjà une 50aine de châteaux. En Bourgogne, ils ont acquis les clos les plus prestigieux. Mais ça, c'est des prix auxquels nous n'atteignons pas. Et donc maintenant, ils viennent voir. Un de mes étudiants de Saint-Hilaire me disait que son grand-père avait vendu à un Chinois
qui s'était dépêché d'arracher le cépage blanquette, qui produisait du rouge, et que ce rouge partait à Bordeaux. Les Chinois ont acheté beau domaine de la Bastide, à Lézignan. J'ai rien contre les Chinois, on veut bien les intégrer, mais à condition qu'ils ne cherchent pas à prendre ce qui les intéresse et à laisser peut-être nous un jour le travail de la vigne. Qui sera propriétaire de ces vignes de demain? Donc je crois que nous sommes là face à un enjeu, à un défi, et que c'est tout à fait naturel d'essayer de comprendre et d'expliquer ce qui se passe sous nos yeux. Alors, rapidement, l'Europe, d'autant plus qu'ici, le rejet de l'Europe a été très fort. Les vignerons avaient compris à ce moment-là, vous avez cité Lucaz, voilà, mais à Montpellier, il y avait aussi Mafre-Bourget. À Narbonne, il y avait Castéra. Donc, ce sont des hommes qui avaient compris qu'on ne pouvait pas laisser faire n'importe quoi. Et récemment, on entend à Paris depuis un an que l'Europe est devenue une passoire. Eh bien, je vous assure que si vous relisez Mafre-Bourget, il dit dans Vendanges amères, l'Europe est une passoire. Ça date de 1975. Donc les vignerons avaient compris, déjà en 1975, ça fait 40 ans, ce que des politiciens aujourd'hui redécouvrent et essaient d'exploiter politiquement. D'autant plus que les problèmes de la vigne, on verra bien, ne datent pas d'aujourd'hui. Mais à chaque génération, s'est élevé des hommes, je vous en citerai quelques-uns de génération en génération, qui avaient pris le flambeau, qui avaient pris en main, et je me suis interrogée pourquoi actuellement on a moins de défense collective. Et l'explication que j'avance, c'est qu'aujourd'hui, les vignerons sont désunis. Et quand on est désunis, il est évident qu'on ne se défend plus. Et s'ils sont désunis, c'est parce que chacun s'estime être plus fort que son voisin. L'individualisme est de mise, c'est la loi qui accompagne le libéralisme laissez-fairiste sur les marchés. Et donc à partir du moment où il n'y a pas de sursaut collectif, eh bien on a l'impression que, bon, tant mieux s'il y a des moments le marché redevient favorable, mais le marché, il n'est pas en chair et en os. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'état d'âme. Le marché donne la priorité au profit, au calcul, à la spéculation, et le vin est devenu à l'heure actuelle une spéculation parmi les spéculations. Ça vaut le pétrole des années 70, c'est comme de l'or, donc il y a là un lien très fort, très vif. Alors l'Europe, bien sûr, avait ses raisons de redistribuer les vignes en Europe. L'Espagne en a été le bénéficiaire au détriment du Languedoc, mais dès 1974, ça a été la fin en Europe de la préférence communautaire. Donc déjà, ouverture très large qui préfigure les accords de Marrakech, 1994, qui met en place l'Organisation mondiale du commerce. Et l'Organisation mondiale du commerce, c'est le marché dans toute sa liberté, aucune règle, aucun contrôle, sauf des règles et des contrôles pour les producteurs. Donc, des négociants, il en faut, c'est complémentaire de la production, mais la nouveauté, c'est que c'est le négoce qui a pris en main les rênes économiques et qui impose aux producteurs les conditions qui sont les leurs. Alors j'ai bien vu la devise de la cave coopérative La Malepère, s'adapter au marché. C'est magnifique, mais le marché, lui, ne s'adapte pas. Le marché, lui, il s'impose. Et si une année, il veut se ravitailler à Malepère ou à Limoux, il le fera, mais l'année d'après, c'est pas garanti qu'il entretienne un courant de fidélité et qu'il représente une constance dans ce marché. L'Europe a cautionné, alors bien sûr, je suis pour l'Europe. L'Europe unie, l'Europe fédérale, ça peut être magnifique, mais l'Europe, elle est ce que les hommes et les femmes en font. Il est évident que l'Europe que nous connaissons depuis 1970,
sert des intérêts économiques qui ne sont pas ceux des populations et notamment des vignerons français ou languedociens. C'est comme la liberté. On ne peut pas être contre la liberté. On ne peut pas être contre la liberté de marché. Mais on peut être contre la licence, le laisser-fairisme, faire n'importe quoi. Mais les médias, si vous le remarquez, on démonte où on est pour l'Europe ou on est contre, sous-entendu c'est cette Europe ou rien, ou on est pour la liberté, ou on est socialiste, communiste, ou ce qu'on voudra. Mais c'est pas en ces termes que ça se pose. Parce que vous êtes libre de conduire la voiture, mais si vous rentrez sur une autoroute à sens inverse, c'est plus de la liberté. Et même les enfants le comprennent. Ils sont libres de jouer, mais ils demandent la règle du jeu. Donc à des moments, quand on a cette culture que vous évoquiez, quand on a ces sentiments humains, entre hommes et femmes, entre voisins, entre amis, on se dit, mais comment peut-on aujourd'hui en arriver à accepter ces conditions de vie qui deviennent, pour un historien, de la véritable barbarie? Il n'y a plus de civilité. C'est la loi du plus fort. C'est pas une critique que je fais, c'est simplement un constat. Ça marche comme ça. C'est le plus fort qui l'emportera. Mais nos 2000 ans de culture nous avaient laissé attendre autre chose, d'autres comportements. Alors nous avons suivi les dernières directives européennes, les plans de restructuration 2008-2011. L'Europe a supprimé 100 000 hectares de vignes par an. Je vous ai dit qu'en Chine, ça galope, mais aussi en Australie, mais aussi dans toute l'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, le Brésil, même au Vietnam, même en Turquie, où on ne boit pas de vin. Mais le marché, il va prendre ces vignes Turquie. Donc quand on a un panorama assez géopolitique, je veux dire, on n'a plus de doute. Alors on se retourne un peu sur ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, qu'on nous a légué ce qu'on nous a légué. Et c'est ce patrimoine que je voudrais mettre en valeur un peu, ne serait-ce que pour montrer que ça vaut la peine qu'on le défende. 2000 ans au moins d'histoire du vin, c'est les Romains qui nous ont appris à cultiver la vigne. Au 5e siècle, Sidoine Apollinaire déjà remarque que les vins de Limoux ont de la lumière. Donc il y avait déjà il y avait déjà des vins extraordinaires. Les Romains, ils ont eu le coup d'œil pour voir où planter la vigne, mais ils ont eu un peu le défaut que les Languedociens ne plairont pas, c'est-à-dire de vouloir produire toujours plus. Car cette région, c'est un avantage, un double avantage ou un inconvénient, elle est capable de produire massivement, industriellement, ce qu'ont fait les Romains, ce qui s'est fait de 1880 à 1960, ce que d'aucuns voudraient encore faire aujourd'hui, mais cette région est aussi capable de faire des bons vins, d'excellents vins. Et ça, ce sont les moines qui nous l'ont appris. Parce que sans le vin, la messe ne pouvait pas être dite. Et ce sont les moines qui ont reconstruit le Languedoc. Quand Charlemagne est venu, à la fin du 8e siècle, il a trouvé ce pays complètement déserté. Il y avait eu toutes les invasions sarrasines, donc le pays, il ne restait plus rien. Il n'y avait plus de villages debout, il n'y avait plus de culture, il n'y avait plus rien. Et Charlemagne a dit, j'élèverai dans cette région autant d'abbayes qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Il y en a 26, et si on compte, on trouvera facilement 26 abbayes remontant au temps de Charlemagne. Et Saint-Hilaire, Notre-Dame, Sainte-Marie de la Grâce, vous pouvez faire toute la liste, Sainte-Marie de la Grâce. Après les bénédictins, ce sont les cisterciens, les moines de Cîteaux, Fontfroide, il suffit, parce qu'ensuite ils ont des granges, ils ont des prolongements. Donc c'est comme ça que le pays s'est reconstruit, et qu'il s'est reconstruit avec la vigne. Et une vigne de qualité, avec la sélection des terroirs. Alors ce mot terroir est un mot magique. Il n'existe que dans la langue française. Et tout le monde nous l'emprunte. Les Américains parlent de terroir avec l'accent américain. Mais pendant que
chacun reçoit la plénitude du terroir. Vous avez des technocrates, qui soient économistes, qui vous diront « Ah, mais le terroir, c'est pesant, c'est gênant, parce qu'il y a des règles, il y a des interdits. » Alors maintenant, le maître mot, c'est plus terroir, c'est territoire. On ne parle que de territoire, mais territoire, c'est un territoire administratif. C'est-à-dire qu'on voudra du vin du Languedoc. Mais alors que même les whiskies aujourd'hui ont un terroir, c'est les vignerons qui l'ont inventé. Même j'ai vu des nourritures pour chats avec des terroirs, la publicité ne s'arrête pas là. Eh bien, au moment où le terroir s'impose à tout le monde, ben, on va convaincre les vignerons d'y renoncer. Comme on leur a fait arracher un tiers du vignoble. Comme on a fait disparaître 80% des vignerons. Et en Bourgogne, où ils ont toujours une longueur d'avance, ils ne parlent même plus de terroir. Les Bourguignons sont en train de faire classer à l'UNESCO, ils ont trouvé les climats. Parce qu'avec les terroirs, on fait des AOC. Mais les Bourguignons, ils veulent plus, ils veulent des crus d'exception. Donc on aura des climats. Alors, voilà ce qu'on devait aux moines. Je reviens. Ensuite, il y a eu les seigneurs. Je pense que le seigneur d'Arzès avait 10 vignes, les évêques, l'archevêque de Narbonne, les rois de France, quand le Languedoc est devenu français, quand le canal du Midi a été construit, tout ça, ça faisait des artères de circulation. Donc, la vigne s'est implantée. Et caractéristique de cette région, il n'y a pas eu que de très grands propriétaires. Dès l'origine, les petits propriétaires ont été introduits. D'abord, peut-être comme exploitants, mais progressivement, ils ont adhéré à la propriété. Et quand j'ai fait ma thèse en Sorbonne sur la propriété des vignerons, tous les vignerons étaient dans un village où tout le monde était vigneron et tout le monde était propriétaire. Ça paraissait évident. 35 ans après, on s'aperçoit que la propriété échappe à une partie de la population et qu'on peut très bien envisager que dans une génération ou deux, la propriété des terres sera dissociée des populations locales. Ça, si ça arrivait, c'est une perte irrémédiable. Parce qu'il faut du temps pour qu'un peuple adhère librement à sa terre. Et quand un peuple perd la propriété de sa terre, il perd son indépendance. Donc on est vraiment au milieu du guet, on n'a rien perdu, je ne veux pas m'inquiéter outre mesure, mais tout ça, c'est entre nos mains. Alors ce vignoble était devenu un moment le plus vaste du monde, d'un seul tenant. Nous avions, j'ai longtemps fait des conférences autour de Montpellier en disant, nous avons, alors je ne dis pas le plus grand, ce serait prétentieux, je ne dis pas que nous avons les plus grands vins, il ne faut pas rêver, mais c'était donc en superficie le plus vaste d'un seul tenant entre le Rhône et les Pyrénées. D'aucuns s'en souviennent comme moi, il n'y avait pas une terre libre, il y avait des vignes partout. Il y avait des cèpes et des pins, tout était vert l'été, c'était une mer ininterrompue. Maintenant, et encore ici, je trouvais que la vigne est encore présente. Entre Montpellier et Béziers, elle a beaucoup plus disparu. Il y a beaucoup plus de friches. Alors peut-être vous êtes épargné un peu par la bétonisation, l'urbanisation qui se produit entre Nîmes, Montpellier et Béziers. Il y a encore la vigne ici, elle semble encore tenir. Elle tient le terroir, on a vu du blé. Mais très peu de friches, très peu de terrains abandonnés, livrés à eux-mêmes. Les géographes appellent ça le mitage. J'ai l'impression quand même qu'ici, vous tenez la vigne, donc tenez-la bien. Ce plus vaste vignoble du monde, donc un des plus démocratiques, ici, ce n'était pas un pays de châteaux. C'était les villages qui avaient leur notoriété. Et bien dans ce pays, il y avait une tradition d'unité. La cave coopérative la symbolise. Célariès a beaucoup travaillé sur les caves coopératives du Languedoc. Le village avait son église, son château, sa mairie et sa copée.
Alors là aussi, l'idée est bonne. Peut-être que tous les vignerons n'ont pas fait à la coopérative ce qu'ils auraient pu faire pour maintenir une responsabilité, une vigilance, parce qu'il est évident que ce qu'on lâche comme, quand on ne tient plus la coopérative, qu'on laisse faire, ou l'œnologue, ou le directeur ou autre, il est bon peut-être qu'à des moments, il y ait des prises de conscience qui se fassent. Vous voyez, je ne cherche pas à vous dire que tout était bien. J'essaie de montrer qu'il y avait des institutions qui étaient très fortes, mais que peut-être pour leur donner encore plus de force, il y aurait encore du travail à faire. Parce que cette coopération, les Américains du Sud viennent voir en France comment ça marche. Ça n'est pas partout qu'il y a eu des institutions coopératives. À l'échelle du temps et de l'espace, c'est très rare. Parce qu'à l'échelle du temps et de l'espace, le plus fréquent, c'est qu'une minorité détienne une majorité des terres. Ce vers quoi nous allons. Mais ce que nous avions, c'était l'exception. Que ce soit les populations elles-mêmes, qui avaient leurs terres et qui se mettent en commun la récolte, qui vendent leur vin, à condition de corriger les dysfonctionnements, les erreurs, qui n'en fait pas. Mais l'idée de coopération a tenu cette région. Sans les caves coopératives, la première c'était pas Maraussan, c'était dans l'Hérault, mais Maraussan a repris le flambeau en disant maintenant nous sommes la plus ancienne, les autres ont fermé. Donc on va laisser à Maraussan l'idée quelle est la première cave coopérative. J'ai vu qu'ici, elle date de 1949, donc elle est plus tardive, un demi-siècle. Mais bon, ça c'est l'histoire locale, peu importe. L'essentiel, c'est l'institution. Et ce sont ces forces collectives qui ont fait que depuis le début du XXe siècle, le Languedoc ait maintenu son économie. Et si aujourd'hui, le Languedoc donne l'impression qu'il lâche, c'est parce que ces institutions ont lâché aussi du lest. Alors, je pense qu'il y a de la place pour les domaines, il y a beaucoup de place pour la production individuelle, élever son vin, quand on aime le faire soi-même, c'est tout un art, mais les deux peuvent aller de pair. En tout cas, ce qui caractérisait cette région, c'était cet élan collectif qui a maintenu le vignoble au moins pendant 3/4 de siècle. Car sans les actions collectives tout au long du 19e et des 2/3 du 20e siècle, il y a longtemps que le Languedoc serait devenu ce qui semble qu'aujourd'hui il soit appelé à être. Alors, qu'est-ce qu'encore on peut retenir dans cette région? Ce sont le savoir et le savoir-faire. Ça paraît évident, par exemple, de soufrer sa vigne, de la sulfater ou de greffer. Eh bien, pour comprendre que ces opérations étaient nécessaires, il a fallu des recherches, il a fallu des savants, il a fallu que des gens découvrent que pour lutter contre l'oïdium, eh bien, c'était le soufre. Ça, c'est Henri Marès, près de Montpellier, dans les années 1840. Pour comprendre que si on met un plant américain dans la vigne, eh bien, le phylloxéra va le dévorer aussitôt. Il a fallu 20 ans au pharmacien Planchon, Émile Planchon de Montpellier, pour comprendre qu'il fallait greffer la vigne si on voulait avoir un plant qui résiste au phylloxéra, et si on voulait un cépage qui soit bien français, bien de chez nous, il fallait le greffer. Si vous sulfatez la vigne contre le milieu, alors ça c'est pas un languedocien, c'est un bordelais, on va lui rendre hommage, c'est Millardet. Millardet il a quand même trouvé le sulfate de cuivre. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Chaptal, alors Chaptal, lui, il a pensé déjà fin 18e que ce vin, on n'arrive pas à le faire circuler. Vous le savez, le vin ne circule pas bien quand il a 10, 11 degrés. Bien, Chaptal a pensé, la chaptalisation, à mettre du sucre. Mais pas du sucre à tort et à travers, pas du sucre n'importe comment. D'abord du sucre issu du raisin, mais un sucre fait pour conserver le vin. Mais Pasteur est allé encore plus loin que lui, demi-siècle après, il est venu à Montpellier, il a été reçu par les grands propriétaires de Montpellier. Bien Pasteur, il a compris qu'il fallait faire chauffer le vin, comme on fait bouillir le lait. Mais ça paraît évident, mais il a fallu des siècles. Et aujourd'hui, c'est ça que l'on donne. J'avoue que cette générosité me stupéfie. Venez et prenez. Servez-vous. Tout ça, on vous l'offre.
Alors, moi, je veux bien, mais à ce moment-là, nous buvons du thé qui vient de Chine, c'est très bien que ce marché soit complémentaire. Mais si nous abandonnons le vin aux Chinois, les Chinois, vous le savez, hein, sont appelés à être des milliards. Ils ont des terres, ils ont de forces de travail. Je pense que nous allons voir des cargaisons de vin arriver. Alors, pas ici, mais dans les pays qui commencent à consommer du vin, parce qu'ici on ne le boirait pas. Mais ils vont conquérir les parts de marché de ces nouveaux consommateurs de vin, puisque dans le monde, on consomme de plus en plus de vin. Plus important peut-être encore, on nous accuse beaucoup, je disais tout à l'heure en aparté, ça fait mal au cœur quand on est dans ces réunions internationales, ou parce que je viens du Languedoc, on me dit invariablement, mais chez vous on fait du mauvais vin. Ce qui est injuste, insupportable. Parce que certes, ils ont fait du mauvais vin entre 1880-90 et 1960-70. C'est dommage, mais à l'échelle de l'histoire, c'est 3/4 de siècle. C'est 2-3 générations. Mais on ne peut pas, au nom de 2 ou 3 générations, de condamner tout un pays, toute une civilisation. Et encore, si les Languedociens ont fait du si mauvais vin, c'est parce que les négociants le leur ont demandé. C'était fait pour couper le vin d'Algérie. Et d'ailleurs, tous n'ont pas accepté, puisque si vraiment on avait rompu la tradition du bon vin en Languedoc, vous n'auriez pas d'AOC. Parce que pour faire les AOC, il faut que les usages soient anciens, constants et loyaux. C'est donc que des vignerons avaient continué à faire du bon vin contre vents et marées. Alors bien sûr, ils étaient mécontents, parce qu'ils ne le vendaient pas plus cher, parce que le négociant qui voulait un vin meilleur, il allait à Bordeaux, ou il allait en Bourgogne. Ici, il venait chercher du vin à 7, 8, 9 degrés. À 7 degrés, c'est plus du vin. C'est une boisson vineuse. Mais je trouve incongru qu'on mette comme cela une étiquette, qu'on accole cette étiquette, d'autant plus que, alors avec les étudiants, on avait fait ce lourd travail, on a recherché à travers les siècles, et on a trouvé, de siècle en siècle, les mentions de vins, peut-être pas d'excellence ou d'exception, mais de bons vins qui faisaient des délices, des rois, des papes, des médecins, de qui vous voulez. Donc du très bon vin ici, il y en a toujours eu. Et je le redis d'autant plus volontiers que certains voudraient se donner la belle image et de dire « Ah mais c'est moi, à Montpellier, je pense à Clavel ou d'autres, qui se présentent comme ceux qui auraient ressuscité le bon vin en Languedoc. » Qu'il y ait eu des efforts, qu'il y ait eu des gens qui ont tiré les locomotives, tout à fait d'accord, mais ce bon vin, c'est une tradition d'ici. Et la défense du vin naturel, ce sont ceux de 1907. Ils se sont révoltés pour défendre le vin naturel. Le vin naturel, c'est le vin qui est fait de la fermentation du jus de raisin frais. C'est-à-dire sans rien. Sans eau, sans sucre, sans rien. Ce sont les Languedociens. Et les Languedociens ont aussi œuvré pour obtenir les appellations d'origine. Alors au départ, ce n'est pas les AOC, c'est les AO. En 1905, la loi reconnaît l'autorisation de demander des appellations d'origine. La loi de 1919 donne la procédure administrative à suivre. Et les premières appellations d'origine dans la région, devant les tribunaux de Narbonne, de Saint-Pons, ce sont les Corbières et le Minervois. Marie avait travaillé sur ces sujets en 1924. Ce n'est qu'en 1935 qu'il y a, alors c'était pas l'INAO, c'était le comité, le CNAO, le Comité National des Appellations d'Origine, et les premières appellations d'origine, c'est 1936. Et la première de la région, c'est Limoux, toujours Limoux, 1938. La blanquette de Limoux, parce qu'il y avait toujours eu de la blanquette de Limoux, dont l'usage était ancien, était constant, était loyal. Tout ça, ce sont les générations précédentes. Et alors, ce qui me frappe aussi, c'est quand on voit les noms qui montent derrière, c'est que ce sont des tempéraments assez forts.
ce sont des gens qui sortent de leurs conditions locales, régionales, qui prennent des dimensions, hein, je veux dire, on les prend dans l'universel. Quand on pense à Féroul en 1907, Barthes, le député Barthes, à qui on doit le code du vin dans les années 30, hein, ils prennent une dimension un peu transcendantale. C'est eux qui ont propulsé, hein, de génération en génération, cet héritage. Barthes, lui, arrive au Parlement, on l'appelait le député du vin, c'était l'époque où les députés s'occupaient du vin, peut-être un petit peu plus qu'aujourd'hui, et Barthes a réussi avec ses collègues à fonder des comités, des associations, il a fait du lobbying, hein, mais ils sont arrivés sur le marché à réguler le marché. Alors aujourd'hui, hein, c'est un blasphème que de parler de régulation du marché, c'est interdit. Mais il faudra bien qu'on m'explique ce qui est le plus important pour un producteur. S'il aime son métier, c'est son raisin, son vin, mais il faut qu'il vive. Donc ce qui le fait vivre, c'est le prix. Or aujourd'hui, personne ne peut agir sur les prix. Le prix est le prix de marché, c'est-à-dire le prix sur le moment, hein, entre l'offre et la demande. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, c'est le négoce qui tient le marché, on comprend qu'il fixe le prix. Et quand il m'est arrivé à Montpellier de dire à des responsables de la coopération de dire mais il faut défendre le prix, ah non, ça on ne peut pas, c'est pas possible. C'est impossible, hein, c'est contraire à la philosophie dominante qui est de dire il faut que le prix soit le prix de marché, que le prix soit libre. C'est peut-être une philosophie, mais dans les faits, la vie du producteur en dépend. Je ne connais pas de producteur dans l'histoire, et dans l'histoire, ce qui se passe est extrêmement rare, car les populations, depuis les Romains, veillent sur les prix. Et Barthes avait obtenu, alors à l'époque on parlait du prix social. Il fallait défendre un prix qui permette aux vignerons de se maintenir sur ces terres. Ça m'a un peu intrigué ce prix social, parce que je n'avais jamais entendu parler. Et je suis remontée au Moyen-Âge, à saint Thomas d'Aquin, qui déjà parlait, lui, de juste prix. Il n'avait pas inventé non plus, il faut remonter à Aristote. Et c'est chez Aristote qu'on trouve la justice dans l'économie. La justice sur le marché. Eh bien aujourd'hui, on ne peut plus demander la justice sur le marché. C'est l'intérêt immédiat. C'est le profit immédiat. Alors, il y aura des heureux gagnants, bravo, hein, mais plus personne n'est à l'abri, dans 1 an, 10 ans, 20 ans, de savoir ce qu'il deviendra s'il ne trouve pas preneur, puisque personne ne peut lui garantir ce que doit être le prix. Donc, vous voyez que nous sommes en contraste avec une histoire très longue, vous l'avez dit, avec un temps très long. Le Languedoc a encore de grandes forces, sinon on ne nous en dirait pas autant, donc on ne va pas se culpabiliser, on va dire qu'on a encore de grandes forces entre les mains. Mais les divisions font que, et ces divisions valent aussi pour la France, il y a 3 possibilités, 3 catégories de vins. Les vins industriels. Il peut y avoir de bons vins industriels. Hein. Je n'ai rien contre aucune catégorie de vin, à condition qu'ils soient faits en respectant les normes et qu'ils soient faits dans le respect du consommateur. Mais ce vin industriel, aujourd'hui, il est entre les mains de l'Australie, de l'Amérique du Sud, de la Californie, et bien sûr, le dernier arrivé, la Chine, qui fait un malheur sur le vin industriel. Le Languedoc, on lui a fait arracher son vin industriel, mais il s'en refait. Parce que des négociants disent que c'est un peu dommage qu'on ait fait disparaître tout ce vin, mais là aussi, il faut être prudent parce que ce serait de nouveau l'ouverture vers un dérapage ou un dysfonctionnement qui pourrait rappeler les années d'après le phylloxéra et qui nous ont fait tomber dans tant de dénigrement et tant de moqueries de la part d'autres régions ou d'autres pays.
Il y a ensuite les vins sur lesquels c'est fait, c'est bien fait la reconversion, il n'y a qu'à voir tous les bons vins que nous avons sur les tables dans la région et ailleurs. Ça s'est fait sur les AOC, les AOP. Chaque terroir, son vin, son cahier des charges. Ça, c'était... On avait compris, on avait cru comprendre dans les années après, après Dublin, hein, quand on a demandé la reconversion qualitative, on avait cru comprendre qu'en faisant des AOC ou des bons vins de pays ou de cépages, on sortirait son épingle du jeu. Mais cette catégorie-là est à nouveau touchée. On voit des vignerons qui arrachent des cépages, de bons cépages. Ils n'ont pas gagné sur toute la partie. La troisième catégorie, ce sont les vins d'exception. Et c'est là-dessus, je vous disais, qu'il y avait les divisions internes les plus fortes. Alors, les vins d'exception, c'est la France, en général. Elle joue cette carte, et ce sont les Bourguignons et les Bordelais qui, pour le moment, mènent le jeu. Le Languedoc peut entrer dans ce jeu. Le Languedoc peut aussi rester dans les AOC, ces bons vins de la reconversion qualitative. Mais les trois font qu'on est sur une segmentation qui empêche les producteurs de se sentir solidaires. Et dans cette absence de solidarité, il y a incursion des capitaux, que je rappelais tout à l'heure, et que ces capitaux sont très intéressés par le ravissement. Ce sont des capitaux de sociétés d'assurance, AXA, qui est un peu partout, AXA Millésime, les transports, les grandes surfaces, tout le monde, le show business, et ça fait davantage sourire et ça ne peut pas faire trop de concurrence sérieuse, mais le capital s'implante et donne aujourd'hui à la région une dynamique qui fait que le prix des vignes augmente. On voit assez rapidement, alors là aussi, pas toutes, mais certaines vont prendre une valeur assez potentielle. Donc vous le voyez, nous sommes, peut-être on pourrait dire, tout est encore possible, mais dans une géopolitique qui semble nous échapper au contrôle de la France, je ne dirais pas de l'Europe, parce que l'Europe est le moteur de l'OMC. L'Europe a préparé ce terrain, ça répond à des choix, ça a été voulu, il n'y a pas de hasard, ça a été voulu. Il n'y a pas non plus de déterminisme, c'est-à-dire qu'à tout moment, ce sont les hommes et les femmes qui doivent avoir la maîtrise sur les événements. L'avenir doit leur appartenir, car si les générations qui nous ont précédés avaient abandonné la partie, il est évident qu'il y a longtemps que ce formidable trésor, ce formidable potentiel, serait entre d'autres mains. Alors la question qu'on peut se poser, qui fera les vendanges de demain? J'espère bien que ce sera vous, que ce seront les Languedociens, que ce sera pour le bon vin, mais peut-être pas 1 000 € la bouteille, ce serait une injure faite à notre culture. Et que l'histoire peut-être servira, mais vous savez, l'histoire, c'est pas un supermarché. On n'y prend pas ce qui plaît et on n'y laisse pas ce qui ne plaît pas. Et je vous dirais peut-être qu'il est très difficile aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, de présenter cette belle histoire du Languedoc devant ceux qui ne veulent pas l'entendre, parce qu'elle les fait rougir, parce qu'elle leur rappelle qu'il y a eu de la violence. Certes, la violence est condamnable, mais parfois on peut se dire aussi que la violence économique l'est peut-être encore davantage. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, parce qu'il y aurait des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Voilà, donc si vous avez des questions, donc, je vous remercie pour cette superbe exposé qui a bien remis en place à la fois l'histoire et le passé proche, ancien mais aussi proche de notre vignoble, de nos terroirs. Je suis surpris de cette nouvelle terminologie ou de
ce nouveau concept de climat, parce que je ne sais pas comment on peut, sans le terroir, sans la terre, justifier un vin ou justifier la qualité ou le caractère exceptionnel d'un vin, et aussi le savoir-faire des vignerons, qui fait partie des trois composantes d'une appellation. Donc, est-ce que vous avez des questions parmi la noble assemblée, les anciens viticulteurs, les créateurs de la cave? Donc, je suis prêt à vous passer le micro. Il n'y a pas beaucoup. Pardon, merci. Je remercie Madame d'avoir explicité aussi clairement un problème agricole sur la vigne, mais je ne suis pas viticulteur, je suis éleveur, et je dirais qu'on pourrait dans les mêmes termes et avec la même problématique extrapoler ce qui se passe actuellement sur l'élevage dans des régions difficiles comme ici, par exemple sur les prairies sèches du haut des collines, et je pense que dans certains cas, d'autres cultures et les céréales sont exactement dans le même cas. Tout à fait, j'étais allée à Nantes il y a quelques années parler du problème du prix du lait. Et en étudiant donc ce marché, alors, si les vignerons sont si en avance, c'est parce que par définition, le vigneron vit du marché. On peut être éleveur, céréaliculteur, mais avoir des activités annexes. Mais pendant longtemps, les vignerons, ils ne peuvent pas boire leur vendange. Leur vendange, il faut la vendre. Donc, être vigneron, ça veut dire être tout de suite confronté au problème du marché. Ils ont été très tôt et ils ont tout compris. Et je vous garantis que d'avoir compris, puisqu'il y a 40 ans que je travaille là-dessus, ces problèmes du marché du vin, j'ai pu publier l'année dernière un ouvrage, Marché sans justice, ruine sociale. Et ça vaut pour tous les marchés. Et mon idée, je voudrais me tromper, c'est que si l'injustice par le prix ruine tant de producteurs, c'est de cela que notre société ruine sociale. Oui. Donc je suis tout à fait ravie de vous l'entendre dire, parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est que c'est une question de prix. Et vous le remarquerez, on nous parle de tous les problèmes d'économie, sauf du prix à la production et de la justice. La justice, c'est simple. Il y a dans l'économie, il y a trois interlocuteurs. Le producteur, l'intermédiaire et le consommateur. On a besoin des trois. Les négociants, on en a besoin. Donc, ce n'est pas eux qui portent tous les déchets du monde. On a besoin des trois. Mais Aristote et Saint Thomas, ils avaient compris jusqu'au XXe siècle qu'entre les trois, il faut un rapport de justice. Il faut que ce soit équitable. Aujourd'hui, le consommateur, on ne lui fait pas de cadeau. Le producteur, on le met à genoux. Et l'intermédiaire, on rafle tout. C'est pas difficile. Il y en a bien un qui ramasse la mise. Et ces négociants, c'est même plus des hommes en Orient et de chair et d'os. Ce sont des sociétés anonymes. Les Pernod Ricard, parce que ce ne sont pas les Australiens qui vont en France, ce sont les Pernod Ricard français qui vont planter en Argentine, en Australie. Je veux dire, on ne peut pas accuser les autres. C'est une affaire économique française, européenne, qui nous touche au dessus. Donc on est dans un problème dont on entend. Le chômage, pourquoi il y a le chômage? Parce que si vous vendez le produit au coût français, vous le vendez à un prix tellement élevé, que le produit qui vient de Chine, quand on fait un enfant, 1 euro par jour, on ne le fait pas. C'est donc une question de prix. Alors, on nous parle d'une concurrence loyale, d'une concurrence, de notre expression. Oui. Non faussée. Voilà, concurrence non faussée. Mais c'est là qu'elle est faussée. Elle est faussée parce qu'on met en concurrence des entreprises qui n'ont pas les mêmes règles, qui n'ont pas les mêmes coûts. Le chômage, on se résolvera pas, on ne s'entendra pas sur les prix. Le prix, c'est la colonne vertébrale. C'est la pierre d'entrée. Alors, s'il vous plaît, ça ne frappe pas les économistes, ça ne peut frapper que des historiens. Parce que seul l'historien sait qu'avant, eh bien, le prix, on le défendait, on le protégeait.
on avait des associations, on se mettait d'accord. On le faisait à 3, des représentants, des historiens. Et ça, si l'historien ne le dit pas, c'est un oubli immédiat. Est-ce que vous ne pensez pas que cette dégradation est due en grande partie à la dimension des structures? Par exemple, je pense aux coopératives. Nous avons vécu le cas de coopératives laitières, parce qu'on faisait du lait de chèvre au sommet d'un affaire, et on a vu ces coopératives devenir de plus en plus grosses. Donc on est passé de coopératives locales aux coopératives Union laitière des Pyrénées, puis à Bretagne-Charente, puis Croisade. Et on connaissait bien, parce qu'on était régulièrement en relation avec les directions de cette coopérative, et on a vu que ces gens, en fait, détruisaient complètement des terroirs. Par exemple, ici, dans les 5 départements, il y avait 200 éleveurs laitiers en chèvre, et on est tombé au bout de 10-15 ans à 10. Hein, on était les derniers des Mohicans, jusqu'à ce qu'ils nous ont demandé et ils nous ont supplié de quitter la coopérative pour ne plus devoir venir nous ramasser. Alors, quelque chose d'autre, et ces coopératives, en plus étant de plus en plus grandes, les conseils d'administration étaient impénétrables, c'est-à-dire qu'ils avaient un discours tellement convenu quand on allait aux assemblées générales que vous ne parveniez même plus à comprendre de quoi ils décidaient. Hein, donc c'était vraiment très très difficile. Et maintenant, j'entends dire qu'au niveau, je ne sais pas si c'est national ici ou européen, on décidait que bon, ben, la France, il y aurait la moitié ouest qui deviendrait de la production intensive et que toute la partie est, ce serait de la terre pour les sangliers, les touristes, etc. Donc ça me laisse quand même un peu rêveux. Que fait-on des populations locales? Oui, ça rappelle, vous savez, déjà au 19e, les Anglais qui avaient des voitures décapotables, les premiers, les fils de la bourgeoisie, allaient dans les Alpes. Ils admiraient les paysages des Alpes, hein, qui sont magnifiques. Pour le moment, ils disent, mais ça s'est monté, il y a des vaches, c'est dommage que des gens habitent là. Voilà, donc ça, c'était la vision anglo-saxonne. Alors que les Français, c'était les populations, notre culture, c'était les populations chez elles. Voilà. Donc maintenant, il y a cette notion que si on estime qu'une population n'est pas de sa place sur un territoire, et on va la contraindre à libérer le territoire. C'est plus, la population n'est plus le but de l'économie. Elle est mise au service de l'économie. Oui. On a inversé le mécanisme. Disons que je voudrais encore revenir là-dessus, c'est que c'est une vision trop globalisante sur des gens qui en fait ne connaissent pas les terroirs ou les territoires, parce qu'il y a des tas de terroirs qui ne sont pas rentables dans le sens, disons, économique, capitaliste du terme, mais qui sont tout à fait viables pour une grande quantité de gens, à condition de leur laisser pratiquer un certain type d'exploitation. Je pense que c'est vrai pour le vin dans certains cas, c'est vrai aussi pour le petit élevage dans certains cas, et toutes les lois actuelles vont dans des contraintes qui tentent à rendre la chose de plus en plus complexe, difficile, et très difficile à appréhender, surtout pour des jeunes qui arrivent là-dedans et qui se retrouvent devant un monceau administratif épouvantable et une rentabilité d'une médiocrité également épouvantable. Et finalement, on en arrive dans des fermes, si on ne fait pas tout soi-même, si on ne répare pas tout soi-même, on ne peut pas s'en sortir. C'est une impossibilité. Parce que l'intérêt n'est pas pris. On ne prend pas en compte l'intérêt des populations. Oui, c'est ça. C'est ça. On prend en compte l'intérêt économique. On est au niveau de la matière, on n'est plus dans l'humain. Mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Être dans l'humain, c'était notre héritage religieux, notre tradition, on a choisi d'être dans la matière, dans l'économique, donc dans la physique. Donc il faut que les populations se répartissent. Le pape Pie XII déjà disait comme des boules dans un billard. L'économie, c'est le coup de... Je vois bien, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Oui. De façon à ce que les boules, les ondes sont des boules de billard, et elles vont aller là où momentanément on a besoin d'elles. Mais ça, le pape Pie XII, il disait ça dans les années 40. Oui, mais ça, vous me faites sourire, parce que quand j'étais un jour au siège de l'ULP à Toulouse, j'ai vu toute la structure de la coopérative qui était mise sous forme de boules de billard sur des petites tiges métalliques qui simulait, si vous voulez, la structure d'une entreprise qui avait une prétention presque multinationale. Donc, pour échapper, bien sûr, à toutes ces contraintes humaines locales. Et nous avons senti ça pendant 30 ans.
Et ça s'est dégradé, jusqu'au point où on doit redevenir propriétaire individuel. On ne peut plus rester au sein d'une coopérative. Voilà, et ça devient de plus en plus serré. Oui, et en plus, les lois, disons que moi, je suis maintenant pensionné, mais c'est sûr qu'à la fin, ça devenait très compliqué, parce qu'avec les lois de traçabilité, etc., nous n'avions rien à nous reprocher, mais il nous devenait difficile de vendre à des transformateurs, par exemple, qui étaient très contents du produit, mais qui ne pouvaient plus l'acheter parce qu'ils avaient des contraintes légales qui les empêchaient d'acheter plus de 10 ou 20% de leur quota de production chez tel et tel. Et plus ils ont libéré le prix de marché sur lequel rien ne doit peser, plus ils ont fait peser les contraintes à la production. Tout à fait. Et à la production, presque, on a l'impression que les gens sont des employés, même s'ils sont propriétaires. Oui, tout à fait. En fait, d'une entreprise qui les dépasse, qui est au-dessus d'eux. Donc je suis ravie de voir par un autre... Oui, disons que dans un autre domaine, si vous voulez, c'est à peu près similaire, mais j'aurais énormément de réticence à ces coopératives qui font que fusionner et devenir de plus en plus grosses. Ici même en Cérial, vous aviez toute une série de petites coopératives locales il y a 35 ans, et maintenant il n'y a plus que Artéris qui est une immense coopérative. Alors, vous avez raison, le mot est le même, mais la coopérative, tout à l'heure, elle est ce que les hommes en font. Oui, exactement. Donc, si la coopérative reste au service des coopérateurs, à condition que les coopérateurs restent responsables de leur entreprise, le système dont une voie, la porte ouverte, tout ça, ça peut être de bons principes. Mais si vous mettez la coopérative au service, comme dans les années 30 ou 40, du petit vin, parce qu'il y avait des intérêts qui fallait faire le vin algérien, là, vous dévoyez l'esprit coopératif. Oui, c'est-à-dire que l'ordre vient de plus haut, quoi. Voilà, la coopérative, elle est plus autonome. Elle était même mise au pas d'une... Voilà, elle est mise au pas. Mais la coopération, elle est pourrière. C'est ce voilà, qu'on en fait ou qu'on en laisse faire. S'il y a des coopérateurs parmi vous, ceux qu'on en laisse, leur laisse faire. En fait, quand vous êtes parmi des centaines de coopérants, que vous voyez que les coopératives deviennent des sociétés qui sous-traitent absolument tous les services. Le cas des laiteries où nous étions, elles n'avaient même plus leur camion. C'était des pauvres transporteurs qui rachetaient d'ailleurs les camions de la coopérative en espérant se faire un à côté de revenus, et puis on peut faire le procès d'une mauvaise coopérative. Oui. Si l'esprit n'est pas bon, si l'esprit de la coopérative n'est pas bon, on en arrive à ce que vous décrivez. Tout à fait, nous en d'accord. Oui, je voudrais savoir s'il existe toujours. Il y a quelques années, il y avait la prime à l'arrachage. Et puis, bon, si c'était intéressant. Et puis après, je voudrais savoir aussi si, quand on vend des vignes ou des champs, enfin, le prix du marché, enfin, comment, le prix à l'hectare, s'il faut passer, il y a toujours la SAFER qui met son droit d'intervention, quoi. Et si c'est la Chambre d'agriculture qui donne les prix à l'hectare, ou on le voit dans le moniteur, c'est comme dans la revue. Les terres agricoles, mais est-ce que la prime à l'arrachage à l'époque on en parlait beaucoup et je ne sais pas si. Oui, alors la prime à l'arrachage, c'était pas uniquement pour donner satisfaction aux vignerons, c'était pour accélérer l'arrachage. Donc tant qu'ils ont eu besoin d'accélérer, ils ont payé. Maintenant que tout ce qui va être arraché à peu près là, les prix se sont rétractés d'autant. Ça peut revenir sur les sites. Parce que vous disiez aussi qu'il faut beaucoup décider. Si un jour il décide qu'il y a encore un Languedoc 50 000 hectares à marcher, peut-être qu'il y aura de nouveau des primes. Mais la prime, elle tombe une fois et la vie est disparaît. Donc c'est mieux que rien, mais en même temps, c'est un abandon. Et je pense que beaucoup on faire des abandons. Mais bon, ça a été dit, je crois que j'aurais fait les autres, avec mon grand et pas sans. Le prix de la vigne, c'est pareil, ça c'est le marché. Il suffit d'avoir, si un jour vous avez une retombée de capitaux très forte, ça peut faire monter les prix. La loi du marché, c'est l'offre et la demande. Donc c'est imprévisible. C'est imprévisible. Oui, mais il y a une année, le prix peut grimper ou baisser. Donc là, il faut suivre au jour le jour. Il n'y a pas de loi. Peut-être, mais je suis ça de très près. Il y a d'autres questions?
voulais parler donc des vins d'exception qui concernent surtout le Bordelais, la Bourgogne. Alors, est-ce que le Languedoc, d'où vient ce déficit d'image du Languedoc finalement? N'est-ce pas l'absence peut-être d'un marché pour le Bordeaux, évidemment c'était les Anglais, pour la Bourgogne, les Ducs, Paris qui n'est pas trop loin, idem pour la Champagne. Voilà, quelle est la particularité du Languedoc qui souffre de ce déficit d'image? Oui, les Anglais y sont pour beaucoup. Parce que les Anglais ont su, avec leur marché britannique, faire monter les prix. Et Pasteur l'avait très bien compris il y a déjà plus de 100 ans, puisque Pasteur était venu à Montpellier dire que ce vin, dont les Bordelais étaient très fiers, qu'ils envoyaient sur la table des lords, Pasteur avait dit que les Languedociens, s'ils en donnaient les moyens, ils étaient capables de l'envoyer sur la table des ouvriers. Je pense qu'il y a comme ça, je peux parler comme ça, parce que vous leur donnez du bon vin aux ouvriers, c'est quand même une âme assez charitable. Mais Tocqueville avait compris, Pasteur avait compris que le vin du Bordeaux n'avait rien à redouter du vin de Bordeaux. Le vin de Bordeaux et de Beaune se sont fait cette image sur la consommation courante du Languedoc. Le Languedoc s'est rendu un mauvais service à lui-même de 1880 à 1960. C'était tellement facile qu'à des moments, il a été fait un peu tout et n'importe quoi. Donc les autres ont continué à se gausser et à faire monter leur image. D'autant plus que les Bourguignons avaient arraché tous leurs vins ordinaires sur la concurrence des vins du Languedoc. Parce que pendant longtemps, la Bourgogne, c'était des vins de consommation courante à destination du marché parisien. Et c'est ce marché que lui a ravi le Languedoc. Donc la Bourgogne a fait ce que le Languedoc a fait à la fin du XXe. Elle s'est reconvertie dans la qualité. Mais aujourd'hui, la Bourgogne va encore plus loin sur cette qualité. Elle vise un étage de fusée. Donc, ils ont des propos sur le prix qui sont assez déconcertants. Mais je suis d'accord avec vous, le Languedoc, ce que je veux dire, n'a pas à rougir. Et si les vignerons s'en donnent les moyens, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et c'est ce qui se fait. Et qui n'est pas reconnu souvent à sa juste mesure. Mais bon, du chemin a été fait quand même, il y a beaucoup de points positifs. Mais encore faut-il qu'ailleurs, ils le reconnaissent. C'est pas toujours le cas. Je crois qu'il ne faut pas oublier de dire que les vignerons, dans l'histoire, ont eu aucune initiative. On leur a dit, vous plantez ça parce qu'en 1910, il fallait planter ça. En 1970, il a fallu arracher pour replanter d'autres cépages de qualité. Ils ont fait ce qu'on leur dit. Maintenant, c'est les œnologues qui leur disent, vous mangez tel vin blanc, tel jour, et sinon, si c'est la veille ou le lendemain, on ne vous le prend pas. Ben, je veux dire, ils ont quand même... ils ont leur part de responsabilité. Non, mais ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Hein. Dans les plantations, dans des choses comme ça. C'est pas venu des viticulteurs de dire moi, j'ai une idée soudaine, je vais faire ça. Non, c'était, il y avait des courants, il y avait des conseillers agricoles qui disaient, voilà. Mais justement, c'est que la profession, alors on est tout à fait d'accord, c'est que la profession a oublié de prendre en main ses propres intérêts. Si vous ne les prenez pas, ceux qui dépendront des intérêts, rassurez-vous, ils ne défendront pas les vôtres. Ils vous feront faire ce qui bon leur semble, mais qui n'est peut-être pas bon pour le producteur. On est bien d'accord. Parce que vous avez des fortes têtes, il y en a eu en Languedoc. Quand Féroul a fait la CGV, il l'a fait contre vents et marées. Quand Barthes s'est battu pour les lois, le code du vin et autres, il l'a fait avec une autorité massive. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les vignerons ont adhéré à tout. Je ne suis pas originaire d'Arsac, je n'ai pas vécu cette période, mais je pense quand même que ce n'est pas tout à fait vrai en ce qui concerne la Val-Père. Parce qu'il y a 40 ans, ou un peu plus de 40 ans, donc justement à la fin la fermeture du marché de Bercy, justement, pour couper les vins algériens, les
président et les conseils d'administration de la cave d'Arzach, de la cave de Routier, ont créé des structures, avec l'aide de l'INRA, ont créé le domaine de case. Sur ce domaine de case, ils ont étudié quels étaient les cépages qu'il fallait remplacer ici, les cépages qu'on faisait pisser, qui faisaient ce mauvais vin, pour justement lutter contre ça et faire un vin de qualité. Donc là, ils se sont pris en main. Ils ont créé donc à ce moment-là du COA. Voilà. Ils n'ont pas été un bouchon sur l'eau. Ils se sont réellement pris en main. Maintenant, c'est vrai, on a tendance à suivre ce que nous demande du metteur en marché. Mais c'est facile à voir, hein. Il suffit de voir où les hommes sont pour mettre et voir leur degré de réussite. On ne peut pas dire que ce soit général. Et oui, il est parti, qui était là tout à l'heure. Il y a Bertrand qui est encore là, je pense qu'il faut. Oui, merci. Dont papa est créateur de la cave, enfin, le premier président de la cave. Lui pourrait témoigner plus que moi, parce que toi tu étais là à ce moment-là. Donc, d'abord vous féliciter pour votre exposé. Bon, c'est vrai que l'histoire amène énormément de choses, mais la période actuelle, en fait, depuis une vingtaine d'années, dont Jean-Marie vient de parler de l'épisode dans les années 76, où cette région s'est reprise en main, mais cette région, même si elle a été assez dynamique, actuellement douce, parce qu'elle est dans et les périodes favorables du marché qui ont été tout au long du XXe siècle, il y a eu, la viticulture languedocienne a parfois été très très riche. Il suffit de descendre dans la région des Argonnes, traverser des villages, vous avez des magnifiques portails de caves et tout ça, donc la région était très riche. Il y a des domaines qui se sont rachetés dans le secteur avec la récolte d'une année. Donc ça a été très prospère. La région du Viterrois, il y avait des gens qui vendaient des usines pour acheter des terres. C'était notre époque. Non, mais ça a amené quand même une... Bon, et actuellement, il y a un doute, il y a eu, dont Jean-Marie en a parlé, vous en avez parlé aussi, l'abandon de toute une part importante du vignoble. Bon, il y a des facteurs démographiques, et puis c'est évidemment, l'essentiel, c'est le prix des produits. On ne peut pas installer des jeunes s'il y a des prix qui sont... on aura des pâquerettes, ou comme l'a dit Bernard, il faut tout se faire. Bon, après, c'est l'avenir. On est sur une période favorable où les prix remontent, où on peut tout espérer, mais avec des gros dégâts sur la crise qui vient de passer, et savoir s'il y aura des jeunes pour reprendre le flambeau, même si les prix remontent. Il leur donner envie de reprendre le flambeau. Oui, mais après vient ce problème-là, le problème de l'investissement du foncier. Donc, vous en avez parlé, on est en train de se dessaisir, mais est-ce que dans le futur, on ne se prive pas des compétences de jeunes qui sont formés, qui n'ont pas les possibilités? Est-ce que le vignoble doit être considéré comme un outil ou doit être considéré comme un besoin essentiel pour pouvoir être vigneron? Moi, c'est parce que ne vous faites pas d'illusions. Il y a quelques années, quand les prix des terres étaient encore assez hauts, où le marché était convenable, était rémunérateur, on a eu sur le secteur beaucoup de jeunes qui se sont installés, qui ont fait des emprunts plus ou moins importants sur un foncier qui, 2 ans après, a été dévalué. Donc, c'est risqué. C'était risqué, quoi. Donc, pour dire, est-ce que l'avenir, ça sera toujours d'acquérir du foncier pour exister en tant que vigneron, et on se prive de compétences? Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par la profession et qui n'auront pas les moyens financiers de... C'est pour ça qu'il y a des réflexions au niveau des caves, notamment d'essayer de porter le foncier dans le petit groupe pour essayer d'attirer des jeunes qui ont la passion du métier. Oui, vous posez très bien le problème pour les jeunes. Mais ce problème se posait comme ça dans notre génération. Quand quitter la vigne, on pouvait trouver du travail assez facilement ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, cette génération de jeunes, elle est confrontée au même problème partout. Moi, je vois avec mes étudiants qui ont entre 20 et 23 ans, ils ont pu avoir des diplômes, ils ne sont pas non plus assurés d'avoir un emploi. Et s'ils en ont un, ils ne sont plus assurés comme nous, moi, ça fait 45 ans que je suis agrégée dans l'enseignement, de le garder jusqu'à la retraite. Donc,
vont avoir plus de facilité? Je ne pense pas non plus. Donc ces jeunes, et on l'a vu avec ces générations d'étudiants, quand à Montpellier, comme j'ai publié de l'Anguedoc viticole, on est parti d'une idée, on était une équipe, j'avais avec une dizaine de chercheurs. On a été vexé un moment quand il y a eu un ouvrage de Tim Atkin, californien, qui est venu écrire que ce Languedoc, c'était les années 90, était une terre en friche, qu'il n'y avait que des pépés, et qu'il était temps que les Californiens arrivent et qu'ils nous donnent des leçons et qu'ils en fassent le plus grand, le World Wine Company. Ils se sont révoltés et ils sont dans les archives, ils ont tout dépouillé et on a fait l'école, etc. Donc la jeunesse aussi, il faut qu'elle prenne conscience où sont ses racines, qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Comprendre qu'ailleurs c'est pas toujours meilleur, le pré n'est pas, l'air du voisin n'est pas toujours meilleur. Et que là, il y a un formidable potentiel. Mais bien sûr, dans la vie, c'est jamais gagné d'avance. Mais ce qui semble, puisqu'on intéresse tant le monde entier, c'est que quand même, on en a des atouts, même si on n'a pas tout en main. Mais c'est vrai que les jeunes sont les premiers concernés, c'est à eux de se décider et de choisir ce qu'ils veulent faire de leur avenir et de leur pays. En tout cas, ce sera vite déstructuré, hein. C'est vite fait en 1 ou 2 générations, c'est vite fait. Ce qu'il a fallu 2000 ans pour construire, ça peut être très vite. S'il n'y a pas de reprise, de relève, et on comprend le problème. On comprend que ce sont des paris. Il y a des moments, ce sont des choix existentiels. Madame, Oui. Vous êtes universitaire. Oui. La spécificité de l'Anglo-Roussillon, c'est dans la famille le plus proche, à peu près ici, et le Scouser et la Mignon. Et ça, c'est dommage. Voilà, c'est la réalité, c'est la réalité. Dans les autres régions de France, le plus intelligent restait à la propriété, et le plus con, il avait fonctionné pour tout. Voilà. Ici, c'est l'inverse. C'est très bien. Ça, c'est trop tard pour le rattraper, et maintenant, c'est fini. Le temps c'est pas fini, c'est jamais fini. Eva, premièrement, vous, monsieur, vous avez dit, oh, je te l'ai dit tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. C'est inexact. C'est pas tout à fait exact. C'est pas inexact. C'est pas tout à fait exact. Dans un village, vous observerez. Je vendange cette nuit le chardonnay. Très bien. Je vendange demain après-midi la syrah. Très bien. Puis je passe 3 jours sans vendanger. Ça, ce sont ceux qui sont vignerons en cave coopérative, qui se font gouverner par des gens qui alimentent. Cher, eux, ils ne bouffent pas, mais ils paient cher des techniciens qui ont dit vous vendanger tel jour, à telle heure, vous vendanger le chardonnay à minuit, et après ça reste pas dans des polybènes au soleil toute la journée, parce qu'on le fait vinifier dans une cave coopérative. Voilà. Pas tout à fait Voilà le problème. exact. Et C'est le pas tout à fait sa exact. cave particulière, il vendange quand il en a envie et comme il veut. Non, c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact, c'est profondément vrai. Non, c'est pas vrai. Ils ne passent pas la journée dans des polybènes, tout simplement. Sur lui demande mais à la cave d'Argent, J'ai la courtoisie de ne pas citer la cave coopérative qu'il s'agit. J'ai la courtoisie de ne pas la citer. je passe à la cave d'Argent. Non, mais je parle de la cave d'Argent, mais je parle de la courtoisie de ne pas la citer. Donc je vous parle de ce que je connais, il ne reste pas dans des polybènes. En tout cas, je peux vous dire que dans les familles italiennes, le métier le plus noble, c'est le métier de vigneron. Et quiconque connaît la nature ne peut qu'approuver que c'est tout un art, que le vigneron peut être un artiste aussi bien dans la vigne que dans le vin, et que vraiment c'est d'une noblesse, un vin. Et c'est quand même par hasard, c'est pas par hasard, que le vin chez les Grecs, chez les Romains, c'était les dieux à qui c'était réservé. Et toute notre culture chrétienne, c'est faire quand même du vin, fruit de la vie et du travail des hommes, le sang. Donc je crois qu'on ne peut pas être dans une noblesse, dans une transcendance plus rare. Et ça, sur l'oubli, on peut le savoir, on a le matérialisme, mais on est forgé, on est nourri de ça. Et c'est une erreur, et je l'ai vécu aussi dans ma famille, de dire que la vie, c'est fort dommage. Parce qu'il faudrait dire que quelqu'un qui a cette aptitude à apprécier la nature, la promesse, etc., il a sa place dans un métier de vigneron. Je crois aussi que
socialement, on trouve de plus en plus de vignerons qui sont des gens très compétents, ils n'ont pas des imbéciles maintenant. C'est fini ça maintenant. Je crois que ce sont des gens très formés, des gens qui respectent non, mais contrairement à ce qu'a dit monsieur, ce qu'on faisait avant dans les familles, maintenant des gens qui prennent des vignobles, qui prennent des vignes, qui prennent des parcelles et qui font du vin, sont des gens qui aiment le vin, ils ne sont pas des gens qui sont forcés de le faire, au contraire, ils y vont eux-mêmes. Il n'y avait que les citoyens qui avaient le droit de faire le vin. Donc déjà, et ça les reste. Et là, on a ouvert la semaine avec le vin, et on a terminé avec le vin, qui sont deux choses justement très, très anciennes, et deux éléments essentiels de notre culture. Oui, moi je suis étonné quand même qu'il n'y ait pas d'allusion à l'évolution de la culture, quand même, vers la chimie, les produits. Voilà, donc maintenant il y a un renouveau quand même vers des choses beaucoup plus naturelles, agriculture biologique, etc. Ce qui fait que, bon, certainement ça va repartir, mais bon, le gros problème, c'est, je pense, c'est l'évolution de la culture. Et de ceux qui en sont rapides. Oui, c'est vrai que j'étais rapide sur le travail, mais bon, j'ai ciblé un peu parce que si on doit trop les compter, ça se dit trop de à dialogue, c'est D'autres questions? Bon. Eh bien, je vous propose d'aller déguster les vins dont on a parlé. Ce sont des vins